Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Encore une fois, très heureux de vous retrouver pour célébrer la passion du football dans ce journal de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Avec moi en plateau ce soir, Israël Oussou et Nasser Eddi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ça va. C'est le premier break finalement depuis le début de cette CAN. Comment on se sent quand on a passé le temps à commenter les rencontres, à analyser, décrypter les belles affiches que nous avons eues depuis le début de cette CAN? Contrairement à ce qu'on peut penser, ça nous manque. Ça nous manque déjà de ne pas avoir de match aujourd'hui, effectivement. On en demande et on en redemande, surtout avec le spectacle qu'on a eu au cours de ce premier tour. Un spectacle qu'on va décrypter, analyser, décortiquer tout au long de ce journal de la CAN. Israël Oussou? Oui. Ça manque déjà aussi, comme Nasser a dit? Bien sûr, hein, on en parlait tout à l'heure, là, en privé, là, on en parlait. Déjà, on se projetait sur les futurs matchs. Donc ça manque. Hein. En tout cas, très heureux de vous avoir sur ce plateau pour faire le bilan justement de cette première partie de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. On commence tout de suite, messieurs, par la poule A, la poule de la Côte d'Ivoire, le pays hôte, qui a eu tellement de frayeur au point où beaucoup d'Ivoiriens pensaient que c'était une sortie prématurée de cette compétition. Et il a fallu le Messie venu du royaume chérifien du Maroc, qui nous a permis depuis hier seulement de se qualifier pour la suite de la compétition. Bilan de la poule A, Nasser Eddi? Je pense que c'est une poule qui nous a réservé beaucoup de surprises, parce qu'au départ de la compétition, je me demande qui aurait misé sur une Guinée équatoriale aussi flamboyante devant, qui aurait terminé en tête de cette poule-là et avec cette déroute industrielle, on peut le dire, hein, de la Côte d'Ivoire. Heureusement, encore que, comme vous l'avez dit, le schéma actuel de qualification permet que les éléphants soient encore dans la course, mais on est passé très proche de la banqueroute. Du dépôt de bilan total. Ouais. C'est clair. Israël Oussou? Oui, bien sûr. Je pense qu'à l'origine, on avait pensé que les deux leaders de cette poule, ce seraient naturellement la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et peut-être que la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau seraient battues pour la troisième place. Mais on a eu des surprises, comme tout au long de cette CAN, hein, des lots de surprises. Mais je pense que sur l'ensemble des différentes productions des équipes, c'est tout à fait juste, ce classement-là. On mérite d'être là où on est, à cette troisième place. Quand on voit que, tactiquement, une équipe comme la Guinée équatoriale a su réellement, on va dire, exploiter ses faiblesses et notamment ses forces. Donc, je pense que, comme on le dit tout au long de cette CAN, on n'est pas fort parce qu'on a gagné le match, mais c'est plutôt que c'est quand on a gagné qu'on est fort. Donc voilà, il le montre bien. La Guinée équatoriale a su gérer ces trois matchs de poule. Et c'est tout à fait normal que là, il se retrouve en leader. Et bien sûr, nous, voilà, on a été sauvés. On espère qu'on va prendre conscience et que ça nous permettra d'entamer déjà les huitièmes de finale avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'envie. Nasser, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, désormais, il n'y a plus de logique respectée finalement dans les poules. Ça ne commence pas de cette édition. Ça fait déjà plusieurs éditions que l'on note. Mais c'est un sentiment qui se renforce, hein, oui, avec, au fil des années. Qui se renforce. Il y a vraiment un rapprochement au niveau des niveaux des équipes sur le continent et même peut-être au niveau mondial aussi. On l'a vu avec l'Afrique qui a réussi à franchir ce plafond de verre à la dernière Coupe du Monde. Donc, ça travaille. Ça travaille et les grandes nations, autrefois grandes nations, enfin grands noms historiques du football africain qui dormiront sur leur laurier, se feront naturellement surprendre. Israël, si on vous dit tout de suite de nous identifier les joueurs qui ont marqué cette poule A, vous penserez à qui notamment? À Nsoué. À Nsoué, évidemment, le numéro 10 de la Guinée équatoriale. Nsoué, c'est exceptionnel. Son intelligence dans ses déplacements et surtout son efficacité devant les buts. C'est assez exceptionnel. Voilà un joueur dont on dit qu'il est proche de la retraite. Hein. Il y a Nsoué, effectivement, qui est là depuis bien longtemps. Hein. C'est un cadre de cette équipe. Mais bon, il a quand même, je pense, 3 ou 4 ans de moins que Max-Alain Gradel, par exemple, en équipe de Côte d'Ivoire. Donc, voilà, il est encore là. Il pourrait être là aussi dans un an au Maroc. Moi, les joueurs qui m'ont marqué dans cette poule, au-delà de Nsoué, et dans cette équipe de Guinée équatoriale, il y en a 2, pour moi, autour de qui repose tout le système de la Guinée équatoriale. C'est Machin et
Le milieu le nom m'échappe. Dans le milieu de terrain? Oui, Machin et puis Pablo Ganet. Voilà, Ouais, Machin et Ganet, qui pour moi sont les deux joueurs qui jouent bien entre les intervalles, qui arrivent à créer des surnombres devant, qui arrivent à replier sur les phases défensives pour pouvoir assister leur arrière-garde. Donc, ce sont un peu les hommes à tout faire de cette équipe-là. Et puis, côté Nigeria, on a souvent vanté la force offensive de cette équipe nigériane, alors qu'on aurait dit que derrière... On a dit que c'est son principal atout. C'est ça, et que derrière, ça ne serait pas bon. Mais il y a deux défenseurs quand même côté nigérian qui m'ont beaucoup marqué au cours de ce premier tour. C'est Calvin Bassey et puis Ola Aina. Sur le côté droit de la défense nigériane, c'est très solide. Monsieur, vous avez cité la Guinée équatoriale, je veux bien, le Nigeria, je veux bien, mais le troisième quand même, notre pays, la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas un seul joueur ivoirien qui vous a marqué dans cette phase de poule? Israël? Particulièrement personne, moi je dirais personne, parce que connaissant leur véritable potentiel, je pense qu'ils ne nous ont pas montré réellement ce dont ils sont capables, au vu de ce qu'ils montrent dans leurs différents clubs, ce qu'on sait d'eux. Je pense que là, on n'a pas une équipe de Côte d'Ivoire vraiment qui a atteint un certain niveau, même dans le jeu, même de manière dans les individualités. On n'a pas véritablement eu ce qu'on recherchait. À la limite, sur le troisième match, un garçon comme Diakité, qui a fait une bonne entrée, Oumar Diakité, qui a fait une bonne entrée, qui a essayé d'apporter un plus. Malheureusement, malheureusement, ça n'a pas été. Mais je pense que s'il y a un garçon quand même qu'on pourrait peut-être entre griffes donner un plus, ce serait peut-être Oumar Diakité. Oumar Diakité, selon vous, Nasser Eddi, vous partagez cet avis? Moi, franchement, aucun ne m'a vraiment amené à me transcender. On parlera souvent de Seko Fofana qui a sorti son épingle du jeu et qui a pris ses responsabilités au cours du premier match face à la Guinée-Bissau. Un match, c'est vrai qu'on a remporté, mais dans lequel, franchement, on n'a rien montré en termes de fond de jeu, en termes de tactique. Et puis, on pourrait parler aussi un peu d'Oumar Diakité, comme Israël a dit sur le troisième match, mais c'est faible. C'est faible par rapport à ce qu'on attend de cette équipe. Et moi, il n'y en a aucun même que j'ai envie de faire ressortir du lot. Monsieur, on va, si vous le voulez bien, parler à présent de la poule B, une poule assez relevée aussi, où il y a eu des surprises, c'est le cas de le dire. Le Cap-Vert, le Ghana, l'Égypte et la Mozambique. Analyse de façon générale d'abord de cette poule, Nasser? C'est pareil, comme la poule A, c'est-à-dire qu'on voyait deux équipes vraiment ultra favorites, Ghana et Égypte, et puis derrière Mozambique et Cap-Vert qui peut-être joueraient les troubles faits un peu et lutteraient pour la troisième place. Et comme la Guinée équatoriale dans la poule A, comme on le verra dans les autres poules, la Namibie et autres, ces dites petites équipes-là ont surpris leur monde. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour la fraîcheur de cette compétition. On a eu une équipe du Cap-Vert qui est vraiment venue sans complexe, qui a gagné le Ghana quand même lors de son premier match. Ensuite, qui a battu le Mozambique avec un superbe coup franc de Bébé. Ils sont bons dans les phases de jeu, sur coup de pied arrêté. J'ai été époustouflé quand même par cette équipe du Cap-Vert. Israël? Oui, pareil. Je pense que l'équipe qui a vraiment surprise tout au long de cette première partie, c'est le Cap-Vert. Parce qu'ils ont été constants sur les 3 matchs. Même là où on a pensé que face à l'Égypte, ils auraient faibli, ils ont eu cette ressource-là d'aller chercher jusqu'à la dernière minute cette égalisation. Donc pour moi, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe de cette poule-là. Après, grosse déception parce qu'on a une équipe du Ghana qui, pour moi, avec certaines individualités, pour moi, aurait pu être vraiment une équipe, on va dire, splendide. Mais pourquoi ça coince avec le Ghana depuis quelques années maintenant? Je me dis... Il faut un renouvellement générationnel dans l'équipe. Pourtant, il n'y a pas autant de vieux joueurs. Il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs qui sortent, Koudous et autres. Donc, je me dis que peut-être leur laisser le temps de prendre en maturité et de s'affirmer comme à une époque bien donnée. Où on les appelait les Brésiliens d'Afrique. Exactement, on les appelait les Brésiliens d'Afrique.
Je pense qu'il faut leur laisser le temps. Il faut qu'ils s'installent dans un projet, un peu comme nous aussi, la Côte d'Ivoire, on a besoin de s'installer dans un projet. Eux, pareil, il faut qu'ils s'installent dans un projet et on retrouvera sûrement un gagnant très fort. Donc la grande surprise de cette poule, évidemment, c'est le Cap-Vert. Ouais. Et sur toute la compétition depuis le début, parce que le Cap-Vert, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Est-ce que dans cette poule B, il y a des joueurs qui ont attiré votre attention, qui se sont illustrés au point où leur nom aujourd'hui sonne comme de grandes valeurs du football africain? Bon, j'ai parlé de Bébé déjà tout à l'heure, au niveau du Cap-Vert. Et puis j'aimerais aussi parler de Mostafa Mohamed, l'attaquant des Pharaons. De l'Égypte? De l'Égypte, oui. D'Égypte, effectivement. C'est vrai. Un sacré tueur devant la but. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est vrai, l'Égypte n'a remporté aucun match. L'Égypte passe avec 3 petits points vraiment par la petite porte pour les 8e de finale. Mais c'est une équipe qui a quand même inscrit 6 buts dans cette phase de poule. Voilà, c'est mieux que beaucoup d'autres équipes même qui ont remporté des victoires dans cette première phase-là. Et puis, voilà, Mostafa Mohamed, Bébé. Je pense que... ouais. C'est ça, c'est bon. Fini l'époque où on pouvait snober ou regarder de haut des équipes comme le Cap-Vert. C'est terminé, ça. Dans une Coupe d'Afrique des Nations, désormais, toutes les équipes se valent presque, j'ai envie de dire les choses comme ça. Israël, Nasser, nous allons à présent voir le tableau, les classements finaux de ces 2 poules. La poule A, évidemment, avec en tête la Guinée équatoriale, ensuite le Nigeria, la Côte d'Ivoire et enfin la Guinée-Bissau. Et la poule B, avec en tête le Cap-Vert, l'Égypte, le Ghana et la Mozambique. Et malheureusement, le Ghana, une grande nation de football africain, a été éliminé dès le premier tour. Ce ne sont pas des images reluisantes pour une Coupe d'Afrique des Nations quand on sait le palmarès du Ghana, qui a toujours produit du très bon football et donné à l'Afrique de grands joueurs. On espère que les Black Stars reviendront pour les prochaines CAN, notamment l'année prochaine au Maroc, avec de meilleurs atouts. Surtout que c'est leur 2e élimination consécutive en phase de poule, donc ça fait tâche. Tout à fait. Israël, Nasser, nous allons marquer une courte pause et poursuivre ce journal de la CAN juste après. De retour sur le plateau du journal de la CAN et à présent on s'intéresse, Nasser Eddi et Israël Oussou, à la poule C, une poule très attendue qui a cristallisé aussi toutes les attentions, tant par la qualité des équipes qui figurent dans cette poule-là. Évidemment, le Cameroun, le Sénégal, le tenant en titre, la Guinée et la Gambie. Là également, il y a eu des surprises, des révélations et de beaux points. Nasser? Ouais, c'était la poule de la mort, l'une des poules... au-delà de la poule du pays organisateur, c'était peut-être la poule la plus attendue par les observateurs du football. C'est une poule où on a eu du jeu, on a eu des buts, on a eu du spectacle. C'est la seule poule où une équipe a réussi à faire le 3 sur 3. C'est le Sénégal qui termine avec 9 points. Donc on a eu un peu de tout. Quand même, dans cette poule, on a eu du suspense jusqu'à la fin. Ce match Cameroun-Gambie, où la délivrance vient par Christopher Wu, alors que le Cameroun était mené 2-1 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Donc franchement, c'est une poule qui a été à la hauteur des attentes qu'on était en droit d'avoir. Voilà. Israël, le Sénégal a tenu son rang de tenant en titre. Je pense, comme Nasser l'a dit, c'est la seule équipe qui a 9 points. Je pense qu'ils ont véritablement montré que voilà, c'est l'équipe favorite pour cette CAN. Mais au-delà, je pense que c'est une équipe qui a pris en maturité. C'est une équipe qui, quand vous la regardez jouer, vous sentez qu'il y a du contenu. Vous sentez qu'ils voilà, ils savent ce qu'ils font. Il y a de l'assurance surtout. Et il y a ils n'ont aucune crainte quand ils jouent. Ils savent que, voilà, quel que soit Alpha, ils vont faire ce qu'il faut pour aller arracher cette victoire. Donc je pense que c'est l'une des équipes qui, pour moi, pour cette première phase, a vraiment assumé son rôle de favori. Et c'est tout à fait normal que ce soit la seule équipe aussi en termes de jeu. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas le fruit du hasard que ce soit la seule équipe qui ait 9 points. Parce qu'ils ont été véritablement constants. Ils ont été aussi très efficaces, très, très efficaces. Mais c'est ce mélange, surtout moi, ce qui attire mon attention, c'est ce mélange surtout de cadres, de joueurs de griffe doyen, et puis de ces jeunes loups qui montent en puissance, qui vraiment montrent de très, très bonnes choses. Et puis la capacité de leur milieu à véritablement maîtriser
cette transition-là, tant offensive que défensive, il y a une telle maîtrise que pour moi, c'est vraiment l'équipe qui fait waouh, quoi. C'est la seule équipe favorite à avoir fait un 9 sur 9. Il y a d'autres équipes qui avaient été annoncées favorites, hein. Le Maroc, la Côte d'Ivoire elle-même et d'autres. Mais c'est la seule qui a réussi à faire le plein pot. Oui, après, le Maroc a fait quand même 7 sur 9 Tout à fait. Aussi. C'est pas mal. Oui, non, évidemment, c'est pas mal. Mais moi, je ne veux pas remettre en cause, loin de là, hein, ils ont fait un premier tour vraiment impeccable. Bien sûr. Mais qui a été parfois aidé par certains concours de circonstances. Le premier match... Quoi, par exemple? Sur les 3 matchs. Le premier match, il le joue contre une Gambie qui arrive la tête un peu touchée à cette Coupe d'Afrique des Nations avec le problème d'avion qu'ils ont eu, les problèmes de préparation. Donc, c'est une Gambie qui, à la limite, même ne s'est pas retrouvée lors de ce premier match-là du tout. Ils n'étaient pas encore bien calmés, bien installés dans leur compétition. On a vu lors de leur 3e match face au Cameroun que c'était une toute autre équipe de Zambie que celle face au Sénégal. Gambie, pardon. C'est cela. Ensuite, le 2e match face à la Guinée, non, le 2e match face au Cameroun, ils étaient face à un Cameroun qui était en plein doute après le match nul de la première journée, et puis un Onana qui était arrivé la veille, qui était dans les buts, qui a commis une bourde sur l'un des buts également. Et sur le 3e match, ils ont affronté une équipe de Guinée qui était déjà qualifiée aussi. Donc, voilà, l'un dans l'autre, je pense qu'ils n'ont pas encore eu la véritable adversité qui pourrait permettre de dire, oui, voilà, le Sénégal est vraiment là en taille patron. Je vous vois venir. Est-ce que vous pensez que la prochaine adversité, ce sera la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. De toute façon, on reviendra à cette affiche entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui nous attend tous lundi prochain, qui sera évidemment retransmise en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Messieurs, est-ce que dans cette équipe du Sénégal qui monte en puissance, qui a tout raflé finalement ces dernières années, on peut y déceler la patte du sélectionneur, Aliou Cissé, Israël? Oui, bien sûr. Vous qui êtes coach. Oui, bien sûr. Et en plus, je le disais à Nasser avant de prendre l'antenne, je le disais à Nasser, c'est s'installer dans un projet. Eux, ils l'ont compris. Ils prennent un entraîneur local, sénégalais, qui, on va dire... Qui maîtrise l'environnement. Qui est un ancien de la sélection. Exactement, mais après, ça ne suffit pas. Il faut lui faire confiance, il faut lui donner les clés, il faut l'encourager, il faut être véritablement avec lui. Et ça, c'est ce qu'ils ont réussi, eux. Ils ont réussi à être avec lui, ils ont réussi à l'encourager, à mettre ce qu'il faut pour l'aider véritablement à bâtir une équipe. Mais après avoir fini de bâtir cette équipe, on lui a donné le temps de laisser cette équipe grandir. Et les résultats, ils sont là. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on devrait, Côte d'Ivoire, nous, s'appuyer. Voilà. On a des potentialités ici en termes d'entraîneurs. Il y en a. Maintenant, après, c'est de créer le cadre autour de cet entraîneur, c'est de véritablement croire en un projet, mettre cet entraîneur-là, l'aider à aller dans ce projet, mettre les moyens qu'il faut. Et puis, voilà, on aura les mêmes résultats parce qu'en termes de qualité de joueur, on n'a rien à envier au Sénégal. Ça, je vous assure. Et je le dis très souvent aux gens, tant qu'il y aura des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire capables de faire des enfants, on aura toujours des talents en Côte d'Ivoire. Ça, j'en suis certain. D'accord. Monsieur, après le match Sénégal-Guinée, nos équipes ont pu recueillir les avis de certains joueurs, notamment Guirassy, Naby Keïta, entre autres, que je vous propose d'écouter maintenant. Oui, c'était un match disputé. Voilà, on le savait, on les a affrontés en 2022. Ils sont sur leur lancée. Voilà, ils font quelque chose de concret avec leur coach, avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans de bons clubs en Europe. Donc, on n'a pas été surpris. On a bien préparé ce match-là parce qu'on était bien prévenus et on les connaît bien. Donc, on a répondu au challenge qu'ils ont voulu nous imposer. Et au final, je pense qu'on a pris le dessus de façon méritée et la victoire est logique. Oui, c'est parfait. Voilà, sur les 3 matchs, on voulait imposer notre style de jeu et notre rythme. On est monté en puissance dans cette phase de poule. Le tout était de bien préparer le 8e de finale. Donc aujourd'hui, on va se reposer. On
on va analyser ce qu'on a fait pendant la phase de poule et on va attendre notre adversaire. C'est une très belle équipe, ça, tout le monde le sait. Ils ont été plus pragmatiques que nous. On a manqué un peu, on va dire, d'ambition offensivement pour pouvoir leur faire mal. Mais voilà, comme je dis, c'est une très belle équipe et félicitations à eux. Alors vous étiez blessé au début du tournoi, là vous êtes revenu pour ce match. Comment vous vous êtes senti dans cette rencontre? Bien déjà. Après déjà, je suis très content que j'ai pas rechuté. Donc voilà, là on va pouvoir bien se reposer pour repartir. Pour le résultat, on a perdu et tout, mais c'est comme ça le foot. On voulait gagner ce match pour finir premier dans notre pôle, pour prendre encore plus de confiance pour le reste du tournoi. Mais dommage pour nous, ça nous maintenant de se concentrer pour le prochain. Alors le prochain match, c'est l'équipe du Nigeria que vous allez affronter en 8e de finale. Comment vous entrevoyez cette rencontre? On ne sait pas encore, hein. Peut-être on va finir 3e, je ne sais pas. Mais n'importe qui, voilà, on va la jouer pour le gagner. Je pense qu'ils ont marqué le premier but, coup de pied arrêté, et ça nous a mis en difficulté. On voulait revenir encore pour revenir au score. Après, ils ont marqué le deuxième but. Après, voilà quoi. C'est une équipe qui est en forme en ce moment. Ça va. C'est vigilant. Monsieur, quand vous entendez Naby Keïta, Guirassy notamment, qui revient de blessure, et qui est un joueur avec un fort potentiel, vu ses statistiques dans son club en Europe, est-ce que vous pensez que la Guinée peut monter en puissance? Ah, ça va être difficile. Moi, ce n'est pas franchement une équipe qui m'épate plus que ça. Et là, ils vont affronter la Guinée équatoriale, contrairement au Nigeria qui a été dit. Mais ouais, moi honnêtement, je les vois tomber face à la Guinée équatoriale. Israël, avis partagé ou... Non, parce que je me dis que là, on est sur des phases à élimination directe. C'est des équipes qui ont conscience que le niveau est monté. Comme vous l'avez dit vous-même, il n'y a plus de petites équipes. On ne peut plus dire, parce que nous, on s'appelle la Guinée, on joue contre la Guinée équatoriale, donc c'est fait. Voilà, on est en quart de finale. Je pense qu'ils ont conscience de ça. Donc, ils vont essayer d'être encore plus concentrés. Peut-être aussi que la Guinée équatoriale, comme Nasser le dit, peut-être que la Guinée équatoriale va encore nous surprendre. Mais je pense qu'ils ont leur chance. Je pense qu'ils ont leur chance en tenant compte du potentiel de cette Guinée équatoriale, de cette force offensive avec des garçons comme Nsoué qu'ils ont. Si défensivement, ils sont sérieux, costauds, qu'ils ne laissent pas des espaces comme nous, on l'a fait à notre match, et que devant, ils sont réalistes, ils sont capables quand même d'aller chercher ce... Vous diriez 50-50? Oui, je dirais 50-50. Monsieur, la poule D, si vous le voulez bien. La poule D avec le Burkina Faso, l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola. Là encore, des surprises. La chute des Fennecs de l'Algérie, qui a fait couler beaucoup d'encre sur l'ensemble des médias africains. Effectivement, tout comme le Ghana, c'est la deuxième élimination consécutive en phase de groupe pour un grand d'Afrique, clairement, vainqueur en 2019. Déjà, il n'y a pas si longtemps. Moi, je pense que, déjà, j'ai bien aimé l'homogénéité dans cette poule. On a l'impression que toutes les équipes se valaient entre elles. On a une équipe d'Angola qu'on n'attendait pas à ce niveau. C'est ça, qu'on n'attendait pas. Tout comme toutes les autres dont on parle depuis le début, tout comme le Cap-Vert, tout comme la Guinée équatoriale, qu'on n'attendait pas à ce niveau, mais qui a répondu présent. Et puis, la Mauritanie également, qui obtient la première victoire de son histoire à une Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie. Tout à fait. Et qui parvient à se qualifier pour les 8e de finale. Bon, vous imaginez le rêve que les Mourabitoun vivent éveillés. Après l'Algérie, je pense que ils sont restés dans leurs habitudes d'essayer de tout le temps faire de l'intox. Ça a commencé avant le début de la compétition, dès leur arrivée, avec des polémiques par-ci, par-là. Je pense qu'ils ne se sont pas assez concentrés sur l'essentiel. Et je pense que même Djamel Belmadi ne s'attendait vraiment pas à ce que son équipe soit éliminée 2 fois de suite, comme ça, en phase de... Ça fait 5 ans que l'Algérie n'a plus remporté un match de phase de poule d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même énorme, hein? Pour un tenant on parle du tenant en titre en 2019, quand même. C'est ça, pour un tenant du titre, rester sur les 2 dernières, sur les 2 coupes qui ont suivi celle de leur titre, sans remporter le moindre match, franchement, c'est pas honorable. Vous pensez que la page Belmadi doit se tourner? Mais elle est déjà tournée, puisqu'il s'en va. C'est fini. Enfin, on est toujours dans le débat, est-ce qu'il a démissionné ou est-ce qu'il a été renvoyé? Mais tout compte fait, Djamel Belmadi n'est plus le sélectionneur
de l'équipe nationale d'Algérie. Israël Ousso, selon votre grille d'analyse, est-ce que Djamel Belmadi, finalement, est le seul responsable de cette descente aux enfers des Fennecs d'Algérie? Après, je suis entraîneur, donc je peux vous dire que dans ce cas de figure, le premier responsable, c'est toujours l'entraîneur. C'est pour ça qu'on dit qu'un entraîneur doit avoir le dos large. C'est toujours vous. Bon, après, on ne sait pas, on ne maîtrise pas l'environnement autour de cette équipe. Mais c'est une équipe qui sent un peu aussi la pression. On sent aussi qu'il y a la pression. Même quand on voit Belmadi en conférence de presse et autres, on sent comme il est tendu, on sent qu'il y a beaucoup de pression. Derrière... Est-ce que ce n'est pas l'Algérie elle-même qui se met la pression? Mais oui, parce que derrière, c'est à ça que je voulais en venir, parce que derrière, quand on voit les individualités, la qualité des joueurs qu'ils ont, c'est quand même assez surprenant. C'est quand même assez surprenant parce que ça se joue vraiment sur des petits détails, ça se joue vraiment sur de la malchance, sur le plan offensif. Mais pourtant il y a j'ai envie de dire, il y a du contenu. Quand on regarde cette équipe d'Algérie jouer, tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a des talents. Voilà, il y a des talents, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais après, bon, je me dis peut-être quand même on est arrivé à un stade où le discours du sélectionneur ne passe plus. Un garçon comme Riyad Mahrez, par exemple, qui est une valeur sûre du football africain et international, comment vous l'avez trouvé? Comment on peut expliquer cette contre-performance de ce garçon si brillant d'habitude et finalement peu prolifique dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que le garçon il est arrivé à 100% à cette CAN? Je m'interroge parce que réellement, quand on voit son talent, sa capacité à impacter sur l'équipe, à individuellement pousser l'équipe vers le haut. Quand on regarde sur les 3 matchs, il est vraiment passé à côté. Donc je me demande, est-ce que le joueur il est arrivé à 100%? Ça, c'est des questions, parce que même dans des matchs, on l'a sorti. Donc je me dis qu'il doit avoir un petit problème avec... Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir signé en Arabie Saoudite a eu une incidence sur ses performances, finalement? Ça, c'est l'éternelle question. Est-ce que signer en Arabie Saoudite serait synonyme de baisse de niveau? C'est à prendre quand même sur des pincettes. C'est à prendre au cas par cas. On voit un Seko Fofana, par exemple, qui a également signé en Arabie Saoudite, mais qui est toujours sur ses standards. Cristiano Ronaldo. Mais Riyad Mahrez, je pense clairement qu'il est sur le déclin depuis 2 saisons maintenant. Déjà, sa dernière saison à City, elle était en dents de scie. Après, il a signé en Arabie Saoudite. Où le garçon n'a pas digéré d'être parti de City, par exemple. Peut-être. Mais je pense pas. Écoutez, la vie d'un footballeur, la vie tout court d'un être humain, c'est comme ça. Il y a une phase ascendante, il y a un pic, et puis il y a une phase de déclin. Et je pense clairement que dans sa carrière en général, Riyad Mahrez, il est sur la phase du déclin. Monsieur, un mot sur le Burkina Faso, qui est qualifié pour le 8e. Effectivement. Vous l'attendiez à ce niveau? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai placé avant le début de cette compétition avec les RD Congo aussi, qui est également qualifié parmi les bons, on ne va pas dire grands outsiders, mais quand même en 3e palier quand même au niveau de la hiérarchie. Moi, c'est une équipe qui me plaît très bien. On a quand même sur ce premier tour-là de grandes individualités dans cette équipe. Edmond Tapsoba en défense qui fait un premier tour remarquable. Au milieu de terrain, Blati Touré qui est sur les standards de sa Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Donc voilà, moi, c'est une équipe dont j'attends beaucoup. Et le Mali va avoir chaud du côté de Korogo pour ses 8e de finale. On verra bien. Israël? Ouais, bien sûr, c'est une équipe qui, pour moi, quand on regarde la dernière CAN et la CAN actuelle, je pense qu'ils sont restés constants. Et puis, on sent des joueurs qui sont en train de prendre plus en confiance. Il a cité Nasser Tapsoba, qui, pour moi, aujourd'hui, est l'un des meilleurs défenseurs à son poste sur le plan africain. Ensuite, en dehors de lui, on a quand même de très bonnes individualités. On a quand même de Piaziz, on a de très très bonnes individualités. Et ne pas oublier aussi le gardien, Hervé Kofi. Hervé Kofi aussi, qui est arrivé blessé, mais qui, là, ce qu'il nous montre, on sent que vraiment, le garçon, il est en confiance. Donc je pense que ce qui va faire leur force, c'est de garder leur confiance actuelle. Et c'est surtout de garder cette envie qu'ils ont de jouer ensemble, de gagner ensemble. Et s'ils arrivent à garder ça, je pense que, comme Nasser a dit, le Mali devra vraiment
être beaucoup concentré, beaucoup appliqué pour pouvoir les battre. Il a cité des individualités, notamment au Burkina Faso, notamment celle de Tapsoba. Je m'en voudrais, les internautes et téléspectateurs m'en voudraient de ne pas poser cette question. Souvent, on fait un parallèle entre Tapsoba et Odilon Cossonu, qui forment la paire centrale, une paire infranchissable au Bayer Leverkusen, qui ont vécu une très belle saison. Comment comprendre que Tapsoba, il est titulaire chez lui, et Odilon Cossonu, il cire le banc de touche depuis le début de la compétition? Très rapidement, bon, c'est une question que tous les Ivoiriens se posent. On peut être d'accord ou pas. Moi, je suis pour le fait qu'Odilon Cossonu soit titulaire avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça vraiment, il n'y a rien à dire. Après, bon, ça dépend de plusieurs critères quand même. Il y a le système de jeu, il y a l'adversité en termes des partenaires qu'ils ont chacun à leur niveau. Je ne pense pas que Edmond Tapsoba au Burkina soit face à la même adversité en interne, concurrence, merci, oui. Soit face à la même concurrence que les Odilon Cossonu au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec Ivan Dika, avec Ousmane Diomandé. Donc ça dépend, même si, encore je le pense, Odilon Cossonu, il a sa place dans le 11 ivoirien sans problème. Israël? Pareil, je dirais pareil que Nasser. Après, comme je dis, chaque équipe a son environnement, chaque équipe a ses spécificités. Il y a aussi, comme il a parlé, Nasser, tactique. Je pense que, dans... il rit, Nasser, parce que là, je pense que là, après, ça devient des choix d'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur estime que dans ce qu'il veut mettre en place tactiquement, Cossonu pourrait rentrer dedans ou Cossonu pourrait faire l'affaire? Donc là, il y a plusieurs questions à se poser à ce niveau-là. Par contre, pour la qualité du joueur, pour ce qu'il montre dans son club et les performances dans son club, évidemment que j'ai envie de dire, donnez-lui sa chance. Mais après, sur le dernier match amical, je n'ai pas très aimé son entrée. Il a eu des moments d'errance, des moments de manque de concentration. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait douter le sélectionneur, l'ancien sélectionneur ou les entraîneurs actuels? Mais juste, très rapidement. Oui, très rapidement. Donc, au-delà de l'aspect tactique, technique, tout ça, il y a un aspect que l'on ne prend pas souvent en compte. Lequel? Et qu'on le veuille ou non, il y a l'affectif. L'affectif qui lie le sélectionneur à son joueur. Et peut-être qu'il n'y avait pas ça entre Jean-Louis Gasset et Odilon Cossonu, qui, on se rappelle, a manqué un regroupement des éléphants. C'était en octobre, si ma mémoire est bonne, parce qu'il, selon des indiscrétions, il estimait qu'il avait sa place et qu'on ne lui donnait pas sa chance. Donc peut-être que ça a cassé quelque chose aussi entre le staff et lui. Monsieur, on termine ce tableau avec le classement des deux poules, la poule C et la poule D. Dans la poule C, évidemment, le Sénégal qui caracole en tête avec ses 9 points. 3 victoires d'affilée pour imposer justement le titre de champion d'Afrique pour la dernière édition. Suivi du Cameroun, le Cameroun qui a tout donné et finalement a pu se hisser à la 2e place. Suivi de la Guinée et enfin la Gambie. Le classement de la poule D avec en tête... l'Angola, évidemment. L'Angola qui s'est illustré de fort belle manière avec 7 points dans cette poule. Suivi du Burkina Faso qui a eu 4 points. Ensuite, la Mauritanie, l'autre surprise de cette phase de poule. Et enfin, l'Algérie, la grande désillusion, messieurs. L'Algérie qui sort au premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations, évidemment. Ça va créer beaucoup de rebondissements au sein de la sélection des Fennecs. On va marquer une autre courte pause et procéder ensuite aux commentaires des autres poules, la poule E et la poule F, avec notamment le Mali, le Maroc. Ce sera juste après ceci. Nous y revoilà sur le plateau du journal de la CAN pour continuer à décrypter la phase des poules de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Nous avons dans la première partie parlé des poules A et B, la seconde des poules C et D. À présent, nous allons parler des poules E et F. La poule E avec le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. La Namibie qui a créé la surprise également dans cette poule. Nasser, analyse de cette poule? Décidément, on va se répéter durant toute l'émission. Parce qu'il y a eu des surprises dans toutes les poules. Absolument. Et franchement... c'est ce qui fait la beauté de cette CAN. C'est ça. Cette équipe de Namibie qui a surpris la Tunisie lors du premier match, qui a ensuite sombré face à l'Afrique du Sud 4-0. C'est une poule que j'ai trouvée également ouverte, avec une belle équipe d'Afrique du Sud. Qui a produit du jeu. Oui, qui a produit du jeu. C'est vrai, lors du premier match face au Mali, je pense que
leur match bascule au moment du pénalty manqué par Persita au premier mi-temps, parce que je demeure persuadé qu'ils transforment ce pénalty et que c'est tout un autre match qu'on a derrière. Bon, ils ont fini par le perdre, mais après 4-0, et hier, ils tiennent en échec la Tunisie sans vraiment beaucoup forcer 0-0. Ouais, c'est une poule homogène aussi, comme la poule D, voilà, de Boaké, que j'ai bien aimé suivre aussi. Très bien. Israël? Oui, pareil. Je dirais pareil que Nasser. Après, je pense qu'on n'attendait pas véritablement cette équipe de Namibi, qui, moi, dès le premier match déjà, je l'avais dit, j'étais en commentaire de leur premier match contre la Tunisie, j'avais déjà dit que c'était une équipe surprenante et qu'il fallait compter sur cette équipe-là pour notamment se qualifier pour la deuxième phase, le tour suivant. Et je pense que c'est une équipe quand même qui est restée, même quand on regarde le dernier match, on sent vraiment que c'est une équipe qui est quand même assez solide défensivement, c'est costaud. C'est vrai qu'ils ont sombré contre l'Afrique du Sud, mais en dehors de ce match contre l'Afrique du Sud, là, quand on regarde les autres matchs, il y a vraiment quelque chose qui est présent dans cette équipe. On les sent vraiment solides, ensemble, solidaires, surtout quand il s'agit de défendre ensemble. Donc je pense que c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que ce genre d'équipe-là, c'est des équipes qui sont capables de vous gêner, surtout sur des matchs à qualification directe comme ça. C'est des équipes qui sont capables de vous amener au tir au but, par exemple. Et puis, au tir au but, avec la chance, vous éliminer. Donc, il faut véritablement prendre au sérieux ce genre d'équipe-là et compter sur ce genre d'équipe-là aussi. Un mot quand même sur le Mali, notre voisin, qui termine premier de ce groupe. Oui, un Mali qui est, comme les précédentes éditions, arrive aussi comme un... Lui, par contre, le Mali, je pense que les gens voient le Mali sur le deuxième palier quand même de la hiérarchie, en bon outsider même de cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'ai trouvé un Mali sérieux quand même au cours de ce premier tour-là, qui a fait le job face à l'Afrique du Sud, qui a laissé passer la tempête de la première mi-temps et puis qui a réussi à s'imposer après. Et puis hier, un Mali qui il faut le dire, n'a pas vraiment forcé face à la Namibie. Bon, allez savoir pourquoi. Mais voilà, ils ont obtenu cette qualification tranquillement pour ce second tour. Mais là, c'est une nouvelle compétition qui va commencer pour les Aigles. Je l'ai dit, ça va être chaud pour eux, à Korogo face au Burkina Faso. Mais je pense et j'espère surtout que, notamment au niveau du milieu de terrain, Yves Bissouma, Aliou Dieng, ça va vraiment monter en puissance pour atteindre le véritable niveau qu'on est en droit d'attendre d'eux. Ah, j'espère que Nasser, il ne dit pas ça parce qu'il aurait espéré que le Mali nous qualifie directement. Mais comme on le dit, il y a ce petit proverbe qui dit « Tu ne comptes pas sur la cuisine de ta rivale pour nourrir tes enfants ». Ah, j'ai bien aimé ce proverbe quand je l'ai vu passer. Les Ivoiriens et leur sens de l'humour. Hein? Monsieur, la poule F, hein, si vous le voulez bien, le Maroc, la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Le Maroc, qui, à travers ce dernier match qu'il a emporté sur un score de 1-0 face à la Zambie, et c'est un match qui a qualifié la Côte d'Ivoire. Donc tous les Ivoiriens aujourd'hui, à la limite, disent merci au Maroc. C'est clair, le Maroc en tant que favori, je pense aussi comme le Sénégal a assumé son statut. C'est vrai qu'ils n'ont pas 9 points, mais quand même ils en ont 7 dans une poule où moi j'ai trouvé que c'était la poule où le niveau de jeu était le moins flamboyant de toutes les poules. Peut-être que c'est dû au fort taux d'humidité aussi du côté de San Pedro. À chaque match, on tournait, surtout les matchs de 14 heures, en plus de la chaleur, on tournait à 70% de taux d'humidité. Donc un temps très, très, très lourd au bord de l'océan Atlantique. Ils ont fait le job hier où on les attendait, surtout ici en Côte d'Ivoire. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire, même si ils ne sont pas intouchables. Et on l'a vu d'ailleurs encore sur le match d'hier. Ils sont passés très près de concéder l'égalisation, notamment en fin de match. Donc c'est une équipe qui, pour ma part, n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Sa vitesse de croisière, exactement. Israël? Pareil, je pense pareil, parce que eux aussi, ils ont de très grosses individualités. Et puis, dans le contenu, c'est l'une des équipes qui a quand même un fond de jeu. On sent véritablement une philosophie, on sent véritablement un projet de jeu, au même titre que le Sénégal. Donc, j'ai envie de dire que je ne serais pas étonné de voir cette équipe-là. Je ne sais pas si, en fonction de comment se situent les matchs de quart et huit, s'ils vont peut-être s'affronter si jamais le Sénégal nous passe.
Mais ce ne serait pas mal d'avoir une finale Sénégal-Maroc, parce que je pense que c'est les deux équipes qui méritent d'arriver en finale. Les deux étant dans des tableaux différents, effectivement, ils ont des chances, s'ils gagnent tous leurs matchs, de se retrouver en finale. Quand vous dites une finale, une affiche Maroc-Sénégal, ça veut dire que de votre analyse, la Côte d'Ivoire va s'arrêter en 8e. Non, c'est ce que je dis. Je dis que si le Sénégal nous passe, j'espère que le Sénégal ne nous passera pas. Je vous pose la question autrement. Est-ce que vous pensez qu'on a les atouts pour passer le Sénégal? Si, bien sûr, on n'est pas... Je le disais à Nassé, je pense qu'affronter le Sénégal en ce moment, c'est de reconnaître nos faiblesses. Reconnaître qu'en face, on a une équipe qui est meilleure que nous en ce moment. Donc, c'est de savoir faire le dos rond sur ce match. Ne même pas s'hasarder à vouloir faire jeu égal avec eux. Il faut être beaucoup futé, il faut être beaucoup stratège sur ce match. Ne même pas s'hasarder à faire jeu égal avec eux pour leur donner beaucoup d'espace. Ça veut dire quoi? On laisse tomber la possession? On laisse tomber la possession. On procède par contre? Oui. Je le dis clairement. J'aurais été à la place de Faye et de Guy Demel et Guaméné Alain. Je ne m'hasarderais même pas à faire jeu égal avec eux. Faut prendre compte, à un moment donné, ça fait partie du football. Il faut prendre conscience de ses faiblesses, analyser les forces de l'adversaire, s'arranger à ce qu'on transforme ces forces-là en faiblesses et qu'on arrive à exploiter le moindre de détails pour faire mal. Vous mettriez une pièce sur un 5-4-1, un 4-4-2. Quel que soit le système qu'ils voudront bien mettre, c'est surtout prendre la peine de bien défendre ensemble, fermer au maximum les intervalles c'est-à-dire avoir des lignes bien resserrées, être tranquille dans la situation défensive, ne pas se précipiter et surtout quant à la récupération du ballon, parce que c'est une équipe qui va nous attaquer, donc elle va laisser forcément des espaces derrière. C'est nous, à la récupération du ballon, de vite exploiter ces espaces-là. Mais c'est surtout aussi, on n'aura pas 10 000 occasions. Donc d'être efficace à la moindre occasion. La plus petite occasion qu'on aura, on la met et puis on est tranquille. Au pire des cas, si on ne peut pas marquer, on les entraîne au tir au but et puis après là, ça sera la chance. D'accord, très bien. Monsieur, à présent, les classements de ces deux poules, on va le voir tout de suite sur cet écran. La poule E, emmenée par le Mali, suivie de l'Afrique du Sud, de la Namibie et de la Tunisie, qui a été une grosse déception également au terme de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Et à présent, le classement de la poule F, avec en tête, évidemment, le Maroc avec ses 7 points, suivi de la République démocratique du Congo avec ses 3 points, ensuite la Zambie et enfin la Tanzanie. Voilà pour le classement de ces deux dernières poules. Messieurs, on va, dans la prochaine séquence de ce journal de la CAN, évoquer les chiffres qui ont marqué cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie en Côte d'Ivoire. Mais avant, je vous donne l'occasion de souffler un tout petit peu avec cette petite pause. Israël Oussou et Nasser Eddi sont toujours avec moi dans ce journal de la CAN pour décrypter la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Nous avons fait le point, passé en revue les différentes poules, les bons points, les moins bons, les surprises, les staffs et tout le reste. À présent, messieurs, on va parler du bilan, des chiffres, évidemment, si vous avez des chiffres, et de façon générale sur l'organisation de cette première partie de la Coupe d'Afrique des Nations. Quel est votre sentiment général, Nasser Eddi, vous qui avez parcouru presque tous les stades pour commenter ces rencontres? Sur l'organisation, je pense que la Côte d'Ivoire est au rendez-vous. On connaît le discours officiel qui veut que l'on soit en train d'organiser la plus belle CAN qui n'ait jamais existé. Je pense qu'à plusieurs niveaux déjà, c'est quand même la plus belle CAN qui n'ait jamais existé. On a une organisation, c'est vrai, rien ne peut être parfait. Il y a toujours des petits couacs par-ci, par-là, mais on a une organisation qui en général tient son niveau. On a de très beaux stades avec de très belles pelouses, ça c'est à souligner. Voilà, même Ebempe qu'on critique beaucoup, tient quand même encore la route jusqu'à maintenant. On a des stades où, c'est vrai, au début, sur la première journée, c'était un peu difficile, mais en termes d'affluence, vous avez vu comment c'est monté crescendo. Aujourd'hui, on a de très belles affluences, des stades qui, même hier, pour le match à Korogo de 20h, un match, je ne me rappelle même plus, c'était qui, RD Congo, je crois. RD Congo, Tanzanie. RD Congo, Tanzanie. Il y avait près de 15 000
un spectateur au stade Amadou Gon Coulibaly sur une capacité de 20 000. Donc, pour moi, c'est une Coupe d'Afrique qui tient aujourd'hui son pari de l'organisation. Israël? Je pense que l'organisation, comme on le dit, ce qui sort de la bouche s'accomplit. On a dit qu'on allait organiser la meilleure des CAN. Et je pense que Dieu permet qu'on organise la meilleure des CAN. L'engouement dans les stades, la beauté des stades, la beauté des pelouses surtout. L'hospitalité des Ivoiriens. L'hospitalité des Ivoiriens, surtout ça. Mais aussi, à part, je pense qu'on a eu juste un petit couac. C'était au niveau des tickets. Mais je pense que c'est en train de se régler. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et pour moi, je pense qu'on va atteindre cet objectif-là d'organiser la meilleure des CAN. On reste avec vous, Israël. Un mot sur l'arbitrage, de façon générale. Je vois que vous vous regardez. Non, mais on se regarde parce que moi, personnellement, je suis agréablement surpris. Ouais. On a atteint un bon niveau au cours de cette Coupe d'Afrique-là. C'est vrai, la VAR vient faciliter beaucoup de choses, donc ça facilite le travail des arbitres, mais c'est aussi pour ça que la VAR a été... Est-ce que la présence de la VAR n'a pas été un peu controversée par moment? Non, je pense que sur toutes les décisions prises par la VAR, en tout cas, je n'ai pas mémoire d'une décision qui ait fait vraiment polémique et avec laquelle, personnellement, je n'étais pas d'accord. Donc, toutes ont été bien prises. Ce matin, il y avait les journées les portes ouvertes de l'arbitrage du côté de Sol Béni, où on a pu voir un peu comment est-ce que les arbitres sont entraînés, les différents tests et tout ça qu'ils subissent. Non, on a un bon niveau général de l'arbitrage au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est à souligner parce que ça n'a pas été souvent le cas en Afrique et pas même que dans la Coupe d'Afrique. Même à la dernière CAN. Hein. Oui, effectivement. On a eu beaucoup de choses aussi. Après, quand on regarde aussi le CV de certains arbitres qui ont été sélectionnés, on se rend compte que la CAF n'a pas fait n'importe quoi. La CAF a fait vraiment de gros choix sur des arbitres avec une certaine personnalité. On a souligné le Kenyan qui est docteur en mathématiques. Et on a vu comment il a géré son match avec maestria. Donc je pense qu'il y a des choix forts. Il y a des choix forts. Même l'arbitre rwandais qui a arbitré avec le trio ivoirien. On a vu comment il a géré son match. Ouais. Donc je pense que le niveau des arbitres est carrément monté. Et on s'est regardé parce qu'on aurait aimé qu'on ait ce niveau-là ici aussi. Mais moi, je pense que les choix forts aussi se retrouvent dans les choix de certains arbitres qui n'ont pas été sélectionnés. Je pense à Gianni Sikazoué, par exemple. Très controversé, oui. Oui, celui qui a arrêté le match à la dernière CAN à la 85e minute entre la Tunisie et le Mali. Je pense aussi au Sénégalais, au Gambien. Papa Gassama également, qui n'est pas là, qui sont des arbitres chevronnés, expérimentés au niveau africain. Mais la CAF a vraiment maximisé cette fois-ci sur l'état de forme actuel et vraiment les qualités actuelles. Moi, en tout cas, mon joker parmi les arbitres africains s'appelle Balmak Tessema, que j'apprécie particulièrement. Monsieur Tessema, oui, c'est ça. L'Éthiopien. Pour sa manière de faire les courses sur le terrain et son intransigeance face à des joueurs qui veulent pas... personnes indifférentes, hein, monsieur Tessema. Exactement, tout à fait. Alors, messieurs, parlant de bilan, on va évidemment parler du nombre de buts marqués. Dans le premier tour de cette CAN, on a enregistré 89 buts. Alors que toute la CAN 2021 au Cameroun notamment, on a enregistré 102 buts. Ça veut dire que pour la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on n'est pas loin déjà du record de toute la CAN, de toute la dernière CAN. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on vit au niveau offensif au cours de cette Coupe d'Afrique. On a l'impression qu'on a des équipes qui sont davantage libérées. Et c'est aussi le résultat de ce qu'on disait, et le reflet de ce qu'on disait, de ce rapprochement des niveaux entre les différentes équipes. Voilà, on n'a plus des équipes dites faibles qui défendent forcément en bloc bas face à des équipes dites favorites qui attaquent à outrance. On n'a plus trop de matchs en attaque-défense. On a vu des matchs vraiment ouverts. Je pense notamment au Cameroun-Gambie, qui était très, très ouvert. Et puis, il faut noter qu'on n'a eu que 3-0-0 quand même. Et ces 3-0-0 nous ont été offerts quand? Hier, lors du dernier jour de ce premier tour. Donc, franchement, on est servi, en tout cas au niveau du spectacle et des buts. Est-ce que ce sont les attaquants qui sont très puissants, très forts, ou les défenses qui sont très faibles, Israël? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a des équipes qui
maîtrisent bien leur moment, notamment sur les transitions offensives, qui exploitent au maximum leurs transitions offensives de manière correcte. Et puis, il y a beaucoup plus d'efficacité, c'est-à-dire qu'on sent que voilà, on a des attaquants qui sont beaucoup plus habiles. Par contre, ce n'est pas parce qu'on a des défenses faibles. Non, je ne pense pas. Mais je pense que voilà, sur un gars comme Nsoué, une demi-occasion, il vous la met dedans. Donc, ça se joue sur des détails. Donc, voilà. Et après peut-être qu'à la deuxième phase, pour les phases à qualification directe, on aura des défenses beaucoup plus concentrées. Voilà, beaucoup plus concentrées. Et en plus, il n'y a plus de découvertes. On connaît plus ou moins les forces de chaque équipe. Donc, les sélectionneurs et le staff vont beaucoup travailler sur tous ces petits détails. Et donc, je pense qu'on aura des défenses. Et là, la question sera autre. Peut-être que tu poseras la question de savoir est-ce que les défenses sont devenues un peu plus fortes. C'est cela. Alors, au terme de ce premier tour également, une autre statistique, on a 5 sélectionneurs, 5 coachs qui ont été soit licenciés ou qui ont démissionné tout simplement. Dont le cas le plus illustre, évidemment, c'est celui du pays organisateur, Jean-Louis Gasset, qui a été remercié tout simplement par la Fédération ivoirienne de football. C'est une statistique qui vous parle, Nasser ? C'est peut-être un concours de circonstances aussi, parce que pour tous ces coachs-là, je pense qu'on arrive à une fin de cycle. Voilà, que ce soit pour Tom Saintfiet du côté de la Gambie, qui, on se rappelle, a envoyé la Gambie en quart de finale il y a 2 ans, mais là, qui a connu tellement de remous avant le début de la compétition qu'il a dû se dire, bon, je ne vais plus continuer vraiment dans cet environnement délétère-là. Jean-Louis Gasset avec la Côte d'Ivoire, je n'en parle pas. Jamel Belmadi, également avec l'Algérie, on l'a dit, il a remporté la CAN 2019, il reste sur 2 éliminations consécutives, c'est normal. Et puis Chris Hutton avec le Ghana, également, qui lui était déjà sur la sellette avant le début de la compétition. Et là, naturellement, quand l'équipe est éliminée au premier tour, ben, c'est tout à fait logique qu'il soit remercié. Israël ? Oui, pareil. Je dirais pareil que Nasser. Après, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y avait une grande attente. Le président de la fédération... Une trop grande attente ? Oui, exactement. Je disais à Nasser, là, je pense qu'il y a trop de pression. Il y avait trop de pression. Et puis, dès le départ, je pense que le président de la fédération avait été très clair. L'objectif pour le coach Gasset, c'était le carré, c'était les demi-finales. Et là, quand on voit qu'on n'est pas sûr d'atteindre cet objectif, évidemment, vous prenez les pots. Selon nos confrères de l'équipe, la Fédération ivoirienne de football aurait pris contact avec la Fédération française de football pour que Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe féminine de football de la France, puisse prêter main forte à la Côte d'Ivoire le temps de la seconde partie de cette compétition. Bonne ou mauvaise information selon vous, Nasser ? Pour vous dire vrai, j'y pensais comme ça, de façon vague, et je me disais, non, c'est fou, ça ne pourra pas arriver. Et je vois cette info-là qui sort. Alors, vu l'expérience qu'on a eue quand même avec Hervé Renard en 2015, on serait aussitôt tenté de se dire, mais oui, franchement, on est preneur si les 2 fédérations arrivent à s'entendre. Quand on sait surtout que le gros problème, au-delà du problème tactique de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est le problème mental. Et quand on connaît les talents de psychologue d'Hervé Renard, voilà, les talents de celui qui sait emmener de la discipline dans un groupe de meneurs d'hommes, merci. Franchement, on pense que le déclic pourrait venir, même si ce n'est pas au niveau purement technique ou tactique, mais au niveau psychologique, il pourrait envoyer ce déclic-là au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Israël Oussou, vous qui êtes formateur, coach de formation, un profil comme Hervé Renard, dans la circonstance actuelle de la Côte d'Ivoire, dans cette CAN, c'est du pain béni ou pas du tout ? C'est du pain béni, c'est clair, parce qu'on connaît l'être. On connaît ses capacités à faire transcender ses équipes. Oui, d'accord, mais moi, je dirais, là, oui, sur la circonstance, oui. Mais sur le long terme, moi, je dirais, pensons à autre chose. Installons un local, donnons-lui les clés, aidons-le, et puis bâtissons un vrai projet. Non, mais là, on parle juste pour les 2 semaines. C'est ce que je dis. Voilà. Je le dis, mais après, je connais le pays. Je connais le pays. On va tomber très vite dans l'euphorie. Pourquoi pas ne pas... Donc, pour la circonstance, oui. Je dis que ça pourrait même, on en parlait, ça pourrait même avoir un effet psychologique sur nos adversaires. Ça, c'est clair. Ça peut être une bonne stratégie du président de la fédération.
Je pense j'espère qu'il a pensé comme nous, parce que ça pourrait avoir un effet psychologique sur nos adversaires qui le voient simplement à la tête de la sélection se dire « Ah, attention, ce serait une autre équipe de Côte d'Ivoire et ça pourrait être favorable pour nous ». Mais voilà, quoi, on connaît l'être, comme je le dis, il est capable d'apporter ce plus qu'on recherche en ce moment, parce que le problème de cette équipe ivoirienne, je pense que c'est mental et c'est aussi disciplinaire. Ça manque de discipline. Ça manque de discipline. Quand on voit des joueurs qui, à la cooling break, se bagarrent et autres, ça manque de discipline chez Chamaï. Ça manque de discipline. Il faut un vrai patron. Il faut un vrai patron à la tête de la sélection. Et là, si on veut aller remporter cette CAN, parce que je pense que c'est possible, ça sera du pain béni pour nous. Ça manque de discipline, mais chez nous, à NCI, sur le plateau de la nouvelle chaîne ivoirienne, il y a toujours de la discipline. Et quand c'est l'heure de la pause, ben on va à la pause. De retour sur le plateau du journal de la CAN pour prendre le dernier virage de ce programme. Messieurs, comme tous les soirs dans cette émission, nous proposons l'ambiance dans les fan zones. Et comment ne pas proposer l'ambiance à la faveur du match entre la Zambie et le Maroc, où le Maroc devrait être appelé pour la circonstance, le Maroc d'Ivoire. Messieurs, notre reporter Yves-Boris Bay a fait le tour de ces fan zones. Les coulisses sont juste extraordinaires. Oui, mais la Côte d'Ivoire doit passer. Tant que moi je suis debout, Jésus-Christ est debout, la Côte d'Ivoire passe. Pour que la Côte d'Ivoire puisse passer, il faut que le Maroc gagne. Le Maroc va gagner, bien sûr. Combien? Le Maroc va gagner. Laissez ça, vous allez sauter. La Côte d'Ivoire, pour le Maroc gagne, la Zambie, pourquoi on se qualifie pour les huitièmes de finale? Nous avons besoin d'une victoire du Maroc pour être qualifiés. Ceci dit, nous sommes conditionnés à supporter le Maroc. Notre victoire, on supporte le Maroc. Notre destin tient dans la main du Maroc. Donc nous sommes devenus des Marocains. Les Marocains, tout, on compte sur vous. Hein. Donnez-nous la victoire, parce que c'est la même famille. Donc 2-0, ça va. Vive le Maroc, vive la Côte d'Ivoire. Alors, mon pronostic, c'est 2-0 pour le Maroc. Inch'Allah. 2-1 pour le Maroc. On va qualifier la Côte d'Ivoire. On va écarter sur le côté pour Hakim Ziyech. La reprise de Hakim Ziyech. Et derrière, qui va marquer pour le Maroc. On a le choix! On a le choix! C'est l'espoir de les Marocains. On est très heureux parce qu'on sait que la soirée reste là. On est bien qualifiés. Sur le côté, Banda qui est tenté de rentrer à l'intérieur pour frapper. La frappe a roulé. Alors, monsieur l'arbitre, il y a 2 ballons sur le terrain. Et ça fait 5 minutes. 5 minutes, c'est terminé. C'est terminé. La victoire du Maroc qui envoie les éléphants de Côte d'Ivoire en 8e de finale. Moi, je crois qu'il y a pris le Dieu, le Kodak a gagné les coupes là, nous avons gagné un peu de l'argent. Inch'Allah. On est très contents, très heureux de s'être qualifiés dans la douleur. Ouais. Mais on espère qu'avec le match contre le Sénégal, les Ivoiriens vont nous jouer quelque chose de beau sur le terrain. La Côte d'Ivoire ne tombe jamais, la Côte d'Ivoire est toujours Côte d'Ivoire. L'éléphant ne tombe pas devant un lion. Si Dieu nous a ressuscités là, c'est qu'il a un plan pour nous. On ira en finale. On va prendre la... Merci beaucoup merci aux Marocains. Ils ont une seconde chance à eux maintenant de bien la gérer et puis de regagner encore notre confiance. On dit déjà merci à tous ceux qui ont soutenu la Côte d'Ivoire et voilà, l'aventure continue pour nous, on est heureux quoi. Nous, on sera à Yamoussoukro ici pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, éléphant, toujours éléphant. La victoire est encore plus belle qu'elle est inespérée. Merci au Maroc, ça sera une folie. Et on est relancé. Oh! C'est déjà une grande joie qui nous anime. Et c'est un sentiment de fierté, déjà d'appartenir à une grande nation du football. C'est notre CAN.
On ne peut pas quitter de Dango, c'est trop facile. En allant, on vit encore. On vit encore. Bravo le Maroc. Moi ici, Marocain, Ivoire, Maroc. C'est la même chose là. On vient de loin. On a ressuscité. Au 3e jour. Au 3e jour. Comme Jésus. Nous remercions le Maroc. Le Maroc qui nous a sauvés aujourd'hui. Merci le Maroc. Nous sommes contents. Merci. Monsieur, commentaire, analyse de cette fan zone qu'on a pu voir. Finalement, les Ivoiriens qui supportaient plus le Maroc que le Maroc lui-même. Hein. Ah, je pense qu'on a tous un petit nom marocain. Moi, c'est désormais El Marouche. Hein. Ah, moi, j'ai déjà mon nom arabe, donc je le garde. D'accord. Mais ouais, c'était fou, effectivement. Et puis, cette explosion de joie. Il y a une phrase d'une fan zone à Yamoussoukro tout à l'heure dans le reportage qui disait la victoire est encore plus belle lorsqu'elle est inespérée. Je pense que ça résume tout notre sentiment d'hier soir. Parfaitement. Alors, messieurs, pour terminer ce journal de la CAN, je vous propose de voir toutes les dernières news, toute la dernière actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations, avant la reprise des 8e de finale qui est prévue pour après-demain, toujours en direct sur NCI. Donc, je vous propose cette rubrique que nous appelons ici CAN News. Ce sera la dernière, justement, de ce journal. CAN News, que je referme le journal de la CAN, en remerciant évidemment nos invités ce soir, Nasser Eddi, Israël Oussou. Merci d'être venus. Merci, Ali. Merci beaucoup. J'espère qu'on a passé un bon moment. Oui, et il y a encore de très beaux qui nous attendent. Absolument. Demain soir, on se retrouve pour le journal de la CAN. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Continuez de suivre le meilleur de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie à Abidjan, en Côte d'Ivoire 2023 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Excellente soirée. Le nouvel entrant est rentré il y a un peu plus de 10 minutes. Le service de Manéo. Quel chef-d'œuvre, Mohamed Salah. Défendre très bas pour vous dire qu'il y aura beaucoup de solidarité côté. L'ouverture du score. On parlait de ce monsieur. C'est Fofana. Toute place dans l'espace. Alors, l'équipe Bissau-Guinée a du mal à sortir ce ballon et interception. Je vois, c'est Franck Kessié. Les décalages de son coéquipier qui va se donner un peu en spectacle dans le bon sens du terme. Et que dire de ces bijoux de ballon enroulés de la part de Lamine Camara. De ce garçon-là, de Jacobs, qui arrive vraiment à ensuite avoir la lucidité de donner ce ballon-là qui essaie de se sortir du... Attention, par le ballon pour l'ouverture du score. Quel bijou de Bagdad Bounedjah. Offensif des Angolais, et là Youssef Belaïli qui voit dans le dos de la défense angolaise et Bagdad Bounedjah. Jordan qui va aller fixer sur ce côté-là, mais il est seul face à 3 Égyptiens. Il ne pourra pas se sortir, mais il a le courage pour venir récupérer ce ballon. Ça reste, attention à cette frappe de Mohamed Kudus. C'est de lui que pouvait venir l'étincelle. Simultanément sur lui, mais il arrive à placer cette frappe dans cet angle très fermé. Envie de le voir encore décocher une autre frappe. Et cette fois-ci, elle est dedans. Ce missile de bébé qui cette fois-ci ne sera pas. Quelle frappe. Quelle puissance. Oh là 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 là. Vivez des instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. C'était votre programme avec Smart Technologies. Petrosi, sponsor officiel de la FIF. Vous avez suivi votre programme avec Sportcash. Avec le groupe Portéo, bâtissons durablement l'Afrique de demain. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde.